Feu rouge. Les yeux de Lee se sont posés sur le sol au son de la première syllabe. Par précaution, il a gardé les yeux fermés. Autour de lui, on entendait des gémissements inhumains et les cris des autres joueurs. Ceux qui avaient fermé les yeux ou détourné le regard, juste un instant trop tard, ont commencé à courir pour leur vie. Bousculé, Lee est tombé de tout son long. Alors que son corps touchait le sol, il luttait contre son instinct d'ouvrir les yeux et de voir qui l'avait fait. Au lieu de cela, il s'est recroquevillé, protégeant sa tête et son visage contre la ruée. Ceux qui couraient au sein ne pouvaient pas sortir, peu importe comment ils auraient pu essayer en vain de s'échapper. La seule issue était de jouer selon les règles, et il venait ceux de perdre. Le dernier craquement d'estomac d'un coup a fait taire les cris frénétiques du joueur, mais malgré tout, Lee s'est forcé à garder les yeux fermés. Quelqu'un à proximité avait clairement regardé trop tôt, ce qui a entraîné un cri supplémentaire de la créature, qui ne s'est terminé qu'une fois qu'elle avait tué ce joueur trop impatient. Feu vert a grésillé la voix par l'interphone et Lee a ouvert prudemment les yeux. Autour de lui, il y avait une mer de corps vêtus de combinaisons oranges similaires à celles qu'il portait, ornées du logo de la fondation SCP et d'un numéro de concurrent. Il semblait déjà y avoir plus de 50 personnes gisant mortes sur le sol. Au fond de la salle, dos aux personnes encore debout, se tenait une grande créature humanoïde. Les mains sur le visage, il regardait. Un câble métallique sur un treuil était attaché à un collier autour de son cou, conçu pour le ramener et le faire se tenir face au mur. Pour l'instant, Lee a commencé à bouger. La pièce était immense, facilement de la longueur d'un terrain de football, peut-être plus longue. Les autres joueurs survivants avaient eu la même idée, certains se précipitant pour atteindre le mur opposé. Les règles stipulaient qu'ils devaient traverser en 5 minutes, mais regarder le visage de la créature les disqualifierait du jeu et de la vie. Plusieurs écrans géants indiquaient qu'il ne leur restait que quelques minutes, mais à présent, Lee avait appris à ne pas leur faire confiance. Dès que la lumière rouge s'allumerait, ils afficheraient à l'écran l'image du visage de la créature. Un monstre hurlant d'horreur avec une bouche trop large et des membres surdéveloppés. Pas que Lee l'ait vu de ses propres yeux. La créature semblait avoir une réaction défavorable à ce que son visage soit observé et se déplaçait à des vitesses impossibles à travers le champ pour tuer ceux qui l'avaient vu. Lumière rouge, en un instant, Lee s'était arrêté net et s'était accroupi, gardant les yeux fermés, les bras enroulés autour de sa tête. Il tenta de s'envelopper d'obscurité, espérant à peine apercevoir la créature au dehors. À une courte distance, observant les événements sur le terrain se dérouler, un groupe d'oligarques se moquait d'une série de grands moniteurs qui affichèrent le jeu. Les images étaient stratégiquement floues, avec un filtre pixelisé sur SCP-096, alors que le câble métallique le maintenant en place se relâchait soudainement et il était libre d'entrer dans son état de rage. Il a traversé le terrain tuant les membres de la classe D qu'il avait de vue. Il se déplaçait en réalité à une telle vitesse que le câble lui-même est devenu un danger. Il a balayé le terrain de jeu derrière SCP-096, éliminant accidentellement des joueurs supplémentaires grâce à sa tension. L'un des concurrents a été coupé en deux, tranché à la taille, séparant sa moitié supérieure de sa moitié inférieure, pour le plus grand amusement tordu des spectateurs fortunés. Ceux qui s'étaient accroupis hors du chemin du câble ou s'étaient jetés à plat ventre sur le sol étaient les seuls à être à l'abri de la décapitation et du gars timide. Cette fois, Lee s'est levé et a commencé à bouger sans attendre. Courant, mais marchant d'un pas régulier, les yeux constamment couverts. Il savait qu'il ferait face au mur opposé. Tout ce qu'il avait à faire était de se déplacer dans cette direction, tout en étant prudent s'il sentait les corps de tout autre concurrent sur le chemin de ses pas. Lumière rouge. C'était plus rapide cette fois, mais Lee n'a pas arrêté. Le bruit du câble métallique qui vibrait a attiré son attention et il est immédiatement tombé, face contre terre. Il a commencé à ramper sur son ventre vers l'autre extrémité du terrain de jeu. Derrière lui, il a entendu SCP-096 s'occuper des concurrents moins chanceux avant que le bruit de la respiration de la créature ne semble apparaître derrière lui. Le gars timide se tenait au-dessus de lui, éclaboussé de sang, alors qu'il le regardait avec confusion. Il bougeait encore, mais il n'avait pas vu le visage de la créature. Il respectait simplement les règles. Feu vert, il continua à avancer. Lee s'autorisa un coup d'œil. Il était maintenant à une courte distance du mur, se remettant sur ses pieds et sprintant aux côtés de plusieurs autres concurrents de la classe D. Alors qu'il courait vers le côté éloigné du terrain, Lee leur cria de faire face au mur, s'attendant à entendre un dernier appel de « feu rouge ». Comme prévu, le gars timide a été relâché une fois de plus et a accéléré vers les autres concurrents qui essayaient toujours de combler l'écart restant entre eux et le mur éloigné.
Gardant sa tête contre le mur, son regard vers le bas et ses yeux fermés, Lee se couvrit les oreilles, bien que cela ne fît guère pour étouffer les cris agonisants. La nouvelle entreprise de la fondation SCP lui avait apporté une quantité scandaleuse de fonds supplémentaires de la part de ses nombreux nouveaux donateurs. Un membre particulièrement zélé du département des finances avait élaboré une stratégie selon laquelle la fondation pourrait tirer parti de ses deux plus grands atouts, à savoir les anomalies contenues et le personnel de classe 480 pour générer suffisamment de profits pour soutenir leurs opérations indéfiniment. L'idée consistait à faire passer les membres de la classe 480 à travers une série de défis basés sur les jeux de cours de récréation pour enfants. L'astuce était que ces jeux impliqueraient divers SCP, conçus pour rendre plus difficile la réussite des concurrents, et afin de garantir que la fondation recevrait des avantages monétaires, un certain nombre des oligarques et présidents-directeurs généraux les plus riches du monde ont été invités à voir les jeux en direct, à parier sur leurs résultats ou même à faire un don à la fondation pour soutenir le succès de concurrents spécifiques. Il a été noté que le responsable de la stratégie financière de la fondation avait fait l'éloge de cette proposition, la considérant comme une idée brillante et originale qui n'était en aucun cas dérivée. Les concurrents de la classe D qui avaient survécu au défi initial de jouer à feu rouge-feu vert contre SCP-96 ont été rapidement rassemblés dans la zone suivante de l'installation d'essai qui avait été transformée en arène pour les jeux. Chacun d'eux s'est vu remettre une petite boîte en étain par les opérateurs de la force d'intervention mobile qui agissaient maintenant comme des gardiens surveillant la classe D alors qu'ils relevaient chaque défi. En ouvrant sa boîte, Lee regarda à l'intérieur pour voir ce qui ressemblait à un biscuit d'environ 10 cm de long et 5 de large d'environ 1 cm d'épaisseur. Il ne reconnaissait pas à quoi cela ressemblait même s'il le ferait plus tard. Il avait été cuit à l'image de S&P Cent en 73, mais il avait en fait l'air appétissant malgré les circonstances. Avant de le manger cependant, Lee remarqua que tout le monde avait reçu un biscuit similaire. Les règles ont été annoncées par l'interphone au-dessus de la tête. Cela devait être une variation du jeu d'Algona. Les concurrents n'avaient que 2 minutes pour manger entièrement leur biscuit que fournit sans se mordre la langue. Toute personne qui le ferait serait éliminée par les gardes de la Fédération du travail maritime. Le défi semblait facile, trop facile pour être vrai, bien que cela n'ait pas empêché certains de commencer immédiatement à engloutir leur biscuit dès que le chronomètre a commencé. Ces concurrents se sont rapidement retrouvés à la réception d'une mauvaise surprise. C'étaient des biscuits extraordinaires. Chacun était un cas rare d'anomalie nommée SCP-173-C. Ces biscuits anormaux pouvaient tordre la langue de quiconque tentait d'en consommer un, de telle manière qu'il mordait accidentellement dessus. Les concurrents dans la salle ont crié de douleur et lancé des insultes. Les opératifs de la Fédération internationale de motocyclisme se sont avancés vers chacun d'eux et ont ouvert le feu, réduisant instantanément au silence les malheureux concurrents. Pensant rapidement, Lee a saisi son biscuit et l'a écrasé dans la boîte jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un gâchis émietté. Il a ensuite commencé à lécher les miettes, veillant soigneusement à avaler d'abord les miettes qui collaient à sa langue avant de prendre une autre léchée. Autour de lui, d'autres essayaient de casser leurs biscuits en petits morceaux ou mâchaient méticuleusement lentement, certains grignotant de minuscules bouchées à la fois pendant que le minuteur continuait à égrener le temps. Malgré le bruit douloureux des concurrents qui se mordent accidentellement la langue ou le bruit fort des armes à feu de la mesure du temps de fonctionnement, Lee s'est uniquement concentré sur la consommation de miettes. Il a léché son étain jusqu'à ce qu'il soit propre juste avant que le minuteur ne s'écoule, soulagé que Lee ait survécu au deuxième jeu, bien que celui qui suivrait n'aurait pas une solution aussi simple. Cette nuit-là, les concurrents ont mal dormi. Ayant vécu 2 tours de défi qui prenaient une définition assez littérale de la mort subite, avait été un moyen brutalement efficace de faire comprendre les enjeux de ces jeux et cela pesait lourdement sur l'esprit de Lee alors qu'il se retournait dans le petit lit superposé où il devait dormir. Le lendemain matin, chaque concurrent a reçu ce qui semblait être une impression d'un email avec pour objet « Astuce Pro pour gagner à pierre, papier, ciseaux ». En plus de quelques divagations principalement incohérentes sur le jeu et son importance supposée pour la culture humaine, l'email contenait une image d'un homme avec 6 bras. Il effectuait les différents gestes correspondant à pierre, papier et ciseaux, ainsi qu'une série de mouvements de mains supplémentaires et inconnus. C'était le prochain jeu auquel ils allaient jouer. Pierre-papier-ciseaux, mais Pierre-papier-yogg Sotot, également connu sous le nom de SCP-4633. Cette modification du jeu impliquait des gestes de la main anormaux supplémentaires. Lee, toujours fatigué après une nuit agitée, a tenté de déchiffrer les gestes inconnus sur la page.
Ils pouvaient à peine prononcer leurs noms. Ils étaient tous orthographiés phonétiquement comme Ravok et Rakeshet, mais ne ressemblaient en rien à une langue qu'il avait entendue auparavant. Lee n'avait guère eu le temps d'examiner l'impression avant que les gardes de la Fédération internationale de motocyclisme ne commencent à rassembler les concurrents de classe D. Les gardes arrachèrent les pages si on tentait de les introduire en douce dans le jeu. Les concurrents ont été associés au hasard en arrivant dans la prochaine salle de jeu. Lee a reconnu son futur associé, Park, un membre numéroté de la classe 480. Les règles ont été à nouveau données par les haut-parleurs. Pour gagner, un concurrent devait battre un autre à pierre, papier, yogg, sotot. Dès que le chronomètre a commencé, plusieurs pairs ont fait les gestes classiques, mais d'autres qui avaient été plus rapides à mémoriser les informations sur les imprimés qu'ils avaient reçus ont commencé à jouer des mouvements bizarres que Lee et Park ne pouvaient s'empêcher de s'arrêter et de regarder. Quelqu'un a fait un geste appelé Rakeshet, faisant entrer son pouce dans la paume d'une main pour ressortir de l'ongle du pouce de la main opposée, un mouvement qui a battu le rocher de son adversaire et a assuré la victoire. Un autre concurrent a joué Shanaknar contre son adversaire, faisant se retourner sa main et inversant les paires habituelles du jeu. Ils ont à nouveau lancé et ont battu le rocher de leur adversaire avec des ciseaux. Un des classes avait étudié un geste particulier, il Artes, et l'a joué lors d'une série de liens rapides contre son adversaire. Il Artet a transformé leurs mains en une masse de corail, qu'ils ont ensuite utilisé pour battre à mort le concurrent adverse. Les gardes de la Fédération internationale de motocyclisme n'ont pas agi, c'était apparemment permis et encouragé par les règles de pierre, papier, yogg, sotot. Les gardes ont aboyé sur Lee et Park, leur disant qu'ils ne pouvaient pas s'abstenir de jouer à moins qu'ils ne veuillent être abandonnés et être exécutés avec les concurrents qui avaient perdu leur tour. Park a admis avoir appris l'un des gestes et connaissait ce qu'il affronterait. Lee l'a exhorté à ne pas l'utiliser et a plutôt dit à Park qu'il lui dirait ce qu'il s'apprêtait à jouer. Cela a rendu son adversaire sceptique. Il n'avait aucune raison de faire confiance à la parole de Lee et d'énoncer un mouvement aurait bien pu être une diversion. Il semblait que Lee espérait que Park ferait le même geste et l'imiterait afin qu'ils puissent faire match nul indéfiniment jusqu'à ce que le garde intervienne et tue l'un d'eux. Ce n'était pas le résultat souhaité, mais au moins ainsi, il n'avait pas à jouer à pile ou face pour déterminer qui serait responsable de la mort de l'autre. Sans surprise, au compte de 3, Lee et Park ont tous deux joué pierre. Ils n'étaient pas certains d'avoir agi délibérément ou s'il avait seulement imité le geste de Lee. Ils ont recompté et rejoué un deuxième tour. Papier. Encore une fois, leurs mains correspondaient. Lee n'a rien dit d'autre que le coup qu'il avait l'intention de jouer. Park pouvait soit l'imiter, soit jouer un geste gagnant. Pourtant, il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il ne voulait pas non plus avoir le sang de Lee sur les mains. Mais Park a réalisé que cela aurait pu être une ruse. N'avait aucune raison de croire que Lee resterait fidèle à sa parole et ferait réellement le geste qu'il avait dit qu'il ferait. Ciseaux. Ils se sont reflétés une troisième fois et Park devenait de plus en plus incertain que son adversaire jouerait honnêtement. Cette fois, il pensait. Cette fois, il a reproduit le geste appris. Il savait que cela battait la roche. Si Lee se contentait des 3 gestes classiques, ce mouvement gagnerait. Roche. Park a joué son geste, de longues épines sortant soudainement de l'arrière de sa main, perçant la peau et descendant tout le long de son bras. D'innombrables vrilles scintillantes émergèrent sous sa paume. Il ne s'était pas donné la peine d'apprendre le nom du mouvement, seulement qu'il gagnerait contre le roc de Lee. Mais Lee avait joué papier. Park a à peine eu le temps de ressentir de la colère face à la tromperie avant qu'un des gardes ne sorte un pistolet et ne tire. Le deuxième jeu a été organisé de façon similaire au premier, les concurrents de la classe D survivants étant regroupés dans une nouvelle pièce comme du bétail. Les 50 survivants ont été forcés de rester à une extrémité de la pièce, tandis que les gardes de la Fédération internationale de motocyclisme préparaient en quelque chose de l'autre côté, au lieu de choisir des partenaires. Cette fois, l'aire de jeu était beaucoup plus confinée. Il était évident qu'ils n'auraient pas à bouger beaucoup durant ce jeu. La voix dans les haut-parleurs a annoncé le dernier défi, un concours de regard contre SCP-173. Un voile est tombé de l'objet que les soldats de la Fédération internationale de motocyclisme avaient apporté dans la pièce. Lee l'a reconnu aussitôt. Les cookies du deuxième jeu. Ils étaient identiques à cette sculpture étrange. Dès l'instant où elle est apparue, Lee a gardé les yeux sur la statue en béton et en acier peinte à la bombe, ignorant les taches brun-rouge qu'il voyait dans sa vision périphérique. Après quelques secondes, il a senti ses yeux se dessécher. Comment gagner un concours de regard contre un objet inanimé qui ne peut pas cligner des yeux? La réponse est venue bien trop vite. Lorsque la sculpture paraissait s'évanouir aux yeux de tous,
quelqu'un avait cligné des yeux. Lee s'est mis à fouiller la pièce, cherchant SCP-173 parmi les autres concurrents. Des cris de terreur ont retenti lorsque, dans la confusion, l'anomalie inaperçue a brisé les coups de ceux qui avaient détourné le regard un bref instant. Au moment où les yeux de Lee et de tous les autres sont retombés sur la sculpture, elle s'était déjà figée sur place. Les corps des malheureux participants, qui avaient cligné des yeux, jonchaient maintenant le sol. Le reste du jeu a pris toute la journée restante. La fatigue a commencé à s'emparer de Lee et des autres participants restants, ajoutant un autre niveau de difficulté à un défi déjà difficile. 100 est devenu autant une compétition de qui pouvait rester éveillé le plus longtemps qu'un concours pour ne pas rompre le contact visuel avec SCP-173. Quand quelqu'un bâillait ou que ses paupières devenaient trop lourdes, son cou était brisé par la sculpture. La terreur apportait une poussée d'adrénaline supplémentaire aux concurrents restants, mais plus cela durait, plus les poussées d'épinéphrine subséquentes commençaient à s'estomper. Lorsque le klaxon a retenti, signalant la fin du concours de regard, il ne restait pas plus de 10 classes, y compris Lee. Il était tellement épuisé, tellement fatigué, qu'il pouvait à peine se tenir debout. Il s'est effondré sur son lit et peu importe à quel point c'était exigu et inconfortable, Lee s'est endormi immédiatement. Les alarmes assourdissantes l'ont réveillé le lendemain matin. Lee et les autres concurrents survivants se sont péniblement levés du lit, mal préparés pour le prochain jeu. Pourtant, alors qu'ils étaient conduits dans une salle ressemblant à un gymnase et que l'annonceur expliquait les règles, il semblait que ce serait au moins un jeu avec lequel ils étaient tous familiers. Balle aux prisonniers. Un vieux Super Bowl rouge de la marque Wham-O, datant de la fin des années 60, a été placé au centre de la pièce, une balle entre deux équipes de 5. Toute personne touchée par la balle serait éliminée. Si quelqu'un attrapait la balle, le lanceur serait éliminé. Le jeu a débuté comme prévu, un joueur s'est précipité sur la balle, l'a ramassée et l'a lancée de toutes ses forces. Elle a frappé un membre de l'équipe adverse à la tête, le bruit sourd résonnant dans la pièce, suivi du tir assourdissant d'un sniper. Le jeu s'est poursuivi, la plupart tentant d'esquiver la balle qui arrivait. Lee avait de la peine pour ceux qui étaient atteints après que la balle ait ricoché sur un mur ou rebondi au sol. Il serait exécuté pour peu plus que se trouver sur la trajectoire aléatoire de la balle. Alors que l'équipe commençait à être réduite un par un, les choses devenaient encore plus intenses. La sueur coulait du front de Lee, rampant désagréablement dans le dos de son cou chaque fois que la balle était lancée dans sa direction. Il a sauté pour attraper le Super Bowl lancé vers lui à deux mains. Le mouvement a provoqué des cris désespérés et des obscénités de la part de son lanceur, vite réduit au silence par une balle. 2 équipes de 5 sont rapidement devenues 2 de 3, puis 2 paires. Lee doutait de sa perception de la réalité. Bien sûr, il était physiquement épuisé après 3 jours éprouvants de jeu, mais il était certain que le ballon de dodgeball se déplaçait de plus en plus vite à chaque fois qu'il était lancé. Mais un autre lancer des adversaires semblait confirmer ses doutes. Lee a plongé hors de la trajectoire de la balle, arrivant à toute vitesse une fraction de seconde avant qu'elle ne frôle sa tête, rebondissant sur le mur avec assez de force pour y laisser des fissures. C'était le piège de ce jeu. La balle allait de plus en plus vite à chaque rebond. La balle était SCP-018. Un autre lancer a frappé le coéquipier de Lee assez fort pour qu'il soit renversé. Il était assez proche pour entendre le craquement étouffé de leur cage thoracique juste avant que le tireur d'élite ne tire. Lee a ramassé la balle qui a roulé vers lui et a observé le terrain, 2 adversaires lui faisant face. 3 personnes étaient emprisonnées, cernées par 4 murs. Reculant son bras et lançant la Super Bowl aussi fort qu'il le pouvait, Lee ne l'a pas lancé sur le duo adverse, mais sur l'un des murs. Comme prévu, SCP-018 a rebondi et a décollé du mur à une vitesse incroyable, traversant la pièce avant de percuter le mur opposé. Il a continué se déplaçant plus vite et rebondissant plus fort contre chaque mur du terrain. Puis Lee a fait ce qu'il avait fait pendant le premier match, plongeant face contre terre, fermant les yeux et priant. La balle se déplaçait à toute vitesse comme un flipper, devenant un projectile dangereux. Les 2 membres de l'équipe adverse se débattaient, esquivant et plongeant hors de la trajectoire de la Super Bowl, lancée à toute vitesse du mieux qu'ils pouvaient, mais cela ne faisait que devenir de plus en plus difficile à éviter. Il a dévié d'un mur, frappant soudainement l'un d'eux avec une telle force que sa jambe a éclaté. Le sang a éclaboussé le sol grinçant du terrain, de minuscules fragments d'os projetés dans toutes les directions, alors que l'homme hurlait de douleur, tombant pour n'être que le dernier concurrent éliminé du jeu. SCP-018 a finalement atteint une vitesse suffisante pour frapper le mur assez fort pour qu'il se retrouve enfoui dans le cratère résultant qu'il a creusé.
Lee a levé les yeux avec prudence, apercevant un autre concurrent restant, l'un des plus âgés qui avait réussi à aller aussi loin par pur hasard. Le vieil homme avait fait une vilaine chute en essayant d'éviter le ballon de dodgeball anormal et Lee s'est immédiatement levé pour l'aider à se relever. Les deux hommes se sont offerts un regard de résignation épuisé pour être ensuite surpris lorsqu'un soldat de la Fédération internationale de motocyclisme est entré dans la pièce portant une boîte de pizza. Il a jeté la boîte par terre entre les deux hommes. Un avertissement griffonné sur le couvercle « Attention, couteau invisible dans la boîte ». Lee poussa un soupir lourd et douloureux en regardant le vieil homme, tous deux sachant que cette dernière partie serait d'une manière ou d'une autre la plus cruelle. Allez maintenant voir est-ce que ce spectacle est des plus horrifiants que le jeu de la mort SCP-024 de Squid Game et le point de vue de la classe SCP-D révélé pour en savoir plus.